Je tenais la main de ma fille pendant que les machines émettaient leur rythme régulier. Grace avait 3 ans, et ses doigts étaient si petits qu'ils entouraient à peine mon pouce. Le service d'oncologie pédiatrique sentait l'antiseptique et l'espoir artificiel, et j'avais mémorisé chaque fissure des dalles du plafond au-dessus de son lit. « Maman, on pourra aller au parc quand je me sentirai mieux », murmura Grace, sa voix éraillée à cause du tube respiratoire qu'on lui avait enlevé ce matin. « Absolument, ma chérie », dis-je en repoussant ses cheveux fins de son front. « On ira sur les balançoires comme avant. » Grace sourit, et pendant un instant, j'ai pu faire semblant que le cancer qui ravageait son petit corps n'était qu'un cauchemar dont je me réveillerais, mais les médecins avaient été clairs lors de leur dernière réunion avec moi. Stade 4, neuroblastome. Le traitement expérimental avait échoué. On parlait de semaines maintenant, peut-être de jours. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je l'ignorais. Rien n'avait d'importance sauf ce moment, cette main dans la mienne, cet enfant précieux qui avait transformé mon monde du noir et blanc en couleur brillante dès l'instant de sa naissance. Le téléphone vibra encore et encore. « Tu peux regarder, maman », dit Grace. « Je vais bien. » Je sortis mon téléphone, m'attendant à des messages de mon superviseur au centre de santé communautaire où je travaillais comme infirmière. Au lieu de cela, je vis 17 messages de ma sœur, Vanessa. Le premier me fit mal à l'estomac. « Mera, je sais que c'est dur pour toi, mais j'ai vraiment besoin que tu sois là pour ma pendaison de crémaillère. J'ai enfin acheté la maison de mes rêves. » Je fixai l'écran. Vanessa savait que Grace était en train de mourir. Elle était venue exactement une fois au cours des 6 derniers mois, restant 20 minutes avant de se plaindre des frais de parking de l'hôpital. Je fis défiler les autres messages. Chacun était plus insistant que le précédent. Maman et papa viennent en avion pour ça. Tout le monde sera là. Je pense au 15 juin. Ça te va? Tu as été tellement concentré sur Grace. Je sais que tu as besoin de cette distraction. 15 juin. Je regardais ma fille, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser avec effort. Les médecins nous avaient donné jusqu'à la mi-juin au mieux. Ma sœur voulait fêter sa nouvelle maison au moment où j'enterrais mon enfant. Je ne répondis pas. Je rangeai mon téléphone et chantai la berceuse préférée de Grace jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Ce soir-là, j'appelai Vanessa depuis la cafétéria de l'hôpital. Elle répondit à la première sonnerie, sa voix joyeuse et impatiente. « Mera, tu as vu mes messages? C'est pas excitant? La maison a 4 chambres et une piscine. Tu imagines? Vanessa, je ne peux pas parler d'organisation de fête en ce moment. Grace. Je sais, mais tu ne peux pas mettre toute ta vie en suspens pour toujours. C'est une étape énorme pour moi, et j'ai besoin de ma sœur là-bas. Je fermai les yeux. Vanessa avait toujours été comme ça. Tout tournait autour d'elle. Quand je me suis marié, elle a annoncé ses fiançailles à ma réception. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, elle est arrivée en retard et a passé le dîner à parler de sa promotion dans l'entreprise pharmaceutique où elle travaillait. « Quelle date tu avais en tête ?» demandai-je, même si je le savais déjà. « Le 15 juin. » C'est parfait. Beau temps, tout le monde est disponible. Maman et papa sont tellement excités. Ils réservent déjà leur vol depuis Phoenix. C'est là que ma voix se brisa. Les médecins ont dit qu'on parlait de début à mi-juin. Je serais peut-être en train d'organiser des funérailles à ce moment-là, Vanessa. Un silence s'étira entre nous. Puis Vanessa soupira, le genre de soupir qui voulait dire que j'étais difficile. Mera, je comprends que tu traverses quelque chose d'horrible. Vraiment. Mais la vie continue, tu sais, et tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde mette sa vie en suspens indéfiniment. Si quelque chose arrive à Grace, on pourra s'arranger. Mais j'ai déjà versé des acomptes au traiteur. Les invitations sont à l'imprimerie. Je sentis quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Tu es en train de dire que ta pendaison de crémaillère est plus importante que la vie de ma fille. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ne déforme pas mes paroles. Je dis qu'on ne peut pas vivre dans les limbes éternellement. Et honnêtement, tu pourrais avoir besoin de cette distraction. À quand remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose pour toi? Je raccrochai. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. Grace est décédée le 9 juin, juste après le lever du soleil. Je lui tenais la main. Elle ouvrit les yeux une dernière fois, me sourit et murmura « Je t'aime, maman ». Puis elle disparut,
et la machine se mit à hurler, et les infirmières se précipitèrent, et quelqu'un m'éloignait du corps de ma fille, et je n'arrivais plus à respirer. Les funérailles ont été fixées au 15 juin. C'était la date la plus proche à laquelle les pompes funèbres pouvaient tout organiser. J'appelais mes parents ce soir-là, ma voix creuse. Les funérailles sont le 15, dis-je. Les funérailles de Grace. Ma mère resta silencieuse pendant un moment. Oh, ma chérie. C'est le même jour que la pendaison de crémaillère de Vanessa. Je sais. Eh bien, je suis sûr que Vanessa comprendra. Elle va reporter. C'est plus important. Je voulais la croire. J'attendais que ma mère dise qu'elle allait appeler Vanessa immédiatement, que bien sûr ils seraient aux funérailles de leur petite fille, que rien n'était plus important que d'être là pour moi. Au lieu de cela, ma mère dit, laisse-moi parler à ton père et à Vanessa. On va trouver une solution. Ce soir-là, Vanessa m'appela. J'ai failli ne pas répondre, mais une partie de moi espérait qu'elle ferait la bonne chose. Mera, maman m'a parlé de la date des funérailles, dit Vanessa. Son ton était prudent, mesuré. Je suis tellement désolé pour Grace. Vraiment. Merci. Mais j'y ai pensé, et je ne peux vraiment pas changer la date de la fête. J'ai plus de 100 personnes invitées, les traiteurs, le groupe, tout est prêt. Cela me coûterait des milliers de dollars de reporter. J'ai déjà perdu la compte sur la location de la tente parce qu'ils sont complets pour le reste de l'été. J'avais l'impression d'être sous l'eau, ces mots m'atteignant de loin. Tu veux que je change la date des funérailles de ma fille? Eh bien, je veux dire, est-ce que ça doit être ce jour-là précisément? Tu ne peux pas le faire la semaine suivante ou même la semaine d'avant. Les funérailles sont plus flexibles qu'on ne le pense. La mère de mon ami est décédée l'année dernière, et ils ont attendu presque 3 semaines pour la cérémonie. Et Grace est aux pompes funèbres, Vanessa, dans un réfrigérateur. Tu veux que je laisse le corps de ma fille en stockage pour que tu puisses faire ta fête? Ne sois pas dramatique. Je dis juste qu'il y a des options. Et honnêtement, Mera, un enterrement est un événement tellement triste. Peut-être que ce serait mieux pour tout le monde d'avoir le temps de digérer avant de se réunir. Tu sais, laisser le choc s'estomper. Le choc de la mort de ma fille? Oui. Écoute, je ne veux pas me disputer avec toi. Tu es en deuil, et tu ne réfléchis pas clairement. Pourquoi tu ne parles pas aux pompes funèbres? Explique la situation. Je suis sûr qu'ils peuvent s'adapter. S'adapter autour de ta fête. La voix de Vanessa se durcit. Tu es égoïste. C'est un moment important dans ma vie, et tu essaies de le gâcher. Tout tourne toujours autour de toi et de tes problèmes. Il y en a qui réussissent leur vie, Mera. Il y en a qui ont des choses à fêter. Je raccrochai à nouveau. Cette fois, j'éteignis mon téléphone. Le lendemain matin, mon père appela l'hôpital où je campais toujours dans la salle d'attente familiale, incapable d'affronter mon appartement vide. Quelqu'un au poste des infirmières vint me chercher. Mera, votre père est au téléphone. Je pris l'appel dans une salle de consultation vide. Chérie, ta mère et moi, on a parlé, dit mon père. Sa voix avait cette gaieté forcée qu'il utilisait lorsqu'il annonçait de mauvaises nouvelles. On pense que Vanessa a raison. Ce serait très coûteux pour elle de tout changer maintenant. Et tu sais combien elle a travaillé dur pour avoir cette maison. Peut-être que tu pourrais déplacer les funérailles. On pourrait tous être là si c'était un autre week-end. Vous choisissez la fête de Vanessa plutôt que les funérailles de Grace. On ne choisit rien. On essaie de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Ça a été une période difficile pour toute la famille, pas seulement pour toi. Vanessa a été stressée par la signature de la maison. Ta mère s'est fait un sang d'encre pour tout le monde. J'ai dû prendre des jours de congé juste pour gérer toute cette agitation émotionnelle. Agitation émotionnelle, répétais-je. Votre petite fille est décédée, papa. Et on a le cœur brisé. Tu sais qu'on l'est. Mais Grace ne voudrait pas qu'on arrête de vivre. Elle voudrait qu'on célèbre la vie. La nouvelle maison de Vanessa, c'est l'avenir, c'est l'espoir. C'est peut-être exactement ce dont cette famille a besoin en ce moment. Je regardais par la fenêtre le parking, regardant les gens aller et venir, vivre leur vie normale. Donc, vous allez à sa fête? Mon père hésita. On a déjà acheté les billets d'avion, et Vanessa a vraiment besoin de nous là-bas. Elle planifie ça depuis des mois.
Ce n'est pas comme si on ne se souciait pas de Grace. On a envoyé des cartes. On a appelé quand on pouvait. Vous êtes venu 2 fois en 6 mois. On vit à Phoenix, Mera. On ne peut pas tout laisser tomber et prendre l'avion toutes les semaines. On a une vie, nous aussi. Des responsabilités. Ta mère a son club de lecture et son bénévolat. J'ai des tournois de golf. On ne peut pas s'attendre à ce qu'on mette tout en suspens. Quelque chose en moi devint très calme et très froid. Ne venez pas aux funérailles, dis-je. Allez à votre fête. Célébrez la maison de Vanessa. J'espère que vous passerez tous un merveilleux moment maintenant. Mera, ne sois pas comme ça. Je raccrochai. Ma mère appela 1 heure plus tard, puis Vanessa, puis mon père de nouveau. Je bloquai tous leurs numéros. Ce soir-là, ma meilleure amie, Julia, est venue à l'hôpital avec du café et m'a forcé à manger quelque chose. Elle était infirmière en chef à l'unité de soins intensifs pédiatriques, et elle avait été présente à chaque étape de la maladie de Grace. Ta famille est folle, dit Julia, ses yeux sombres brillant d'indignation. Qui fait ça? Qui choisit une fête plutôt qu'un enterrement? Des gens qui ne se sont jamais vraiment souciés de moi en premier lieu, dis-je. Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles, plate, vide. Qu'est-ce que tu vas faire? Organiser l'enterrement. Dire au revoir à ma fille. Essayer de comprendre comment continuer à respirer. Julia me serra la main. Je serai là. Tous ceux de l'hôpital qui aimaient Grace seront là. Tu n'es pas seul. Mais j'étais seul. Je ne m'étais jamais senti aussi seul de ma vie. L'enterrement était petit. Julia est venue. Le père de Grace, David, est arrivé par avion de Seattle, où il avait déménagé après notre divorce. Nous nous étions séparés quand Grace avait 1 an, et il avait été sporadique dans son implication, mais il l'avait aimée à sa manière. Son visage était ravagé par le chagrin. Quelques collègues de la clinique ont assisté, quelques voisins, la maîtresse de maternelle de Grace, qui a sangloté pendant toute la cérémonie. Ma famille n'était pas là. Je me suis tenu devant le minuscule cercueil blanc de Grace et j'ai prononcé l'éloge funèbre que j'avais écrit à 3 heures du matin, mes mains tremblant tellement que le papier vibrait. J'ai parlé de son rire, de son amour des fraises, de la façon dont elle chantait des chansons inventées sur tout ce qu'elle voyait. J'ai parlé de son courage, de la façon dont elle ne s'est jamais plainte même lorsque les traitements la rendaient si malade qu'elle ne pouvait pas lever la tête. J'ai parlé de la lumière qu'elle avait apportée au monde et de la façon dont cette lumière s'était éteinte bien trop tôt. Je n'ai pas mentionné ma sœur. Je n'ai pas mentionné mes parents. Je n'ai pas mentionné que la moitié des personnes qui auraient dû être là étaient à la place en train de manger des plats traiteurs au bord d'une piscine, célébrant la superficie et les comptoirs en granit. Après la cérémonie, après que Grace ait été descendue dans le sol, après que j'ai jeté de la terre sur son cercueil et entendu le son creux qu'il a fait, je suis rentré chez moi dans mon appartement. Il était rempli des affaires de Grace, ses jouets, ses vêtements, ses dessins recouvrant le réfrigérateur. Je me suis assise sur le sol de sa chambre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai débloqué les numéros de ma famille, non pas parce que je voulais me réconcilier, mais parce que je voulais voir ce qu'ils avaient publié. Les réseaux sociaux de Vanessa étaient pleins de photos de la fête. Elle portait une robe blanche fluide, ses cheveux blonds parfaits, son sourire radieux. La maison avait l'air spectaculaire. Des guirlandes lumineuses pendaient au-dessus de la piscine. Les tables débordaient de nourriture. Les gens dansaient sur la pelouse. Mes parents étaient sur plusieurs photos, vers levés, riant. Une photo montrait ma mère et Vanessa s'embrassant, toutes les deux les yeux larmoyants de joie. La légende disait, si reconnaissante d'avoir ma mère formidable ici pour le plus grand jour de ma vie. Rien n'est mieux que la famille. Une autre publication de Vanessa datait de 14 heures, au moment même où j'étais debout près de la tombe de Grace, entouré d'amour et de soutien en ce jour parfait. Mon cœur est si rempli. À de nouveaux départs, mon père avait commenté. Si fier de ma fille qui réussit. Tu as mérité chaque parcelle de ce bonheur. J'ai fermé l'ordinateur portable avant de le jeter par une fenêtre. La semaine suivante, ma mère appela. Je répondis, curieuse de voir ce qu'elle allait dire. Mera, chérie, je sais que tu es fâchée contre nous, mais nous devons en parler comme des adultes. Tu ne peux pas simplement couper les ponts avec toute ta famille à cause d'un seul désaccord. Un seul désaccord? Oui, nous avions des opinions différentes sur l'organisation. Cela ne veut pas dire que nous ne t'aimons pas.
Nous sommes ta famille. Tu dois nous pardonner et passer à autre chose. Vous vous êtes bien amusé à la fête, ai-je demandé. Ma mère hésita. C'était charmant. La maison de Vanessa est magnifique, mais nous avons pensé à toi tout le temps. Vraiment. Vous avez pensé à moi pendant que vous dansiez au bord de la piscine? Mera, tu es vindicative. Vanessa a travaillé si dur pour cette maison. Nous ne pouvions pas la laisser tomber. Et honnêtement, ce n'était pas comme si nous pouvions faire quoi que ce soit pour Grace. Elle était déjà partie. Notre présence à l'enterrement n'aurait rien changé à cela. Cela l'aurait changé pour moi. Tu dois arrêter d'être aussi égoïste. Tout ne tourne pas autour de toi et de tes sentiments. Vanessa a des sentiments aussi. Elle a été blessée que tu fasses tout un plat du conflit de date. Elle avait l'impression que tu essayais d'éclipser son accomplissement. J'ai ri. Cela sonnait dérangé, même à mes propres oreilles. J'enterrais ma fille, et Vanessa se sentait éclipsée. Tu sais ce que je veux dire? Tu as toujours eu un penchant pour le drame, Mera. Depuis que tu es petite. Toujours besoin d'attention. Toujours transformer chaque chose en crise. Nous t'aimons, mais nous ne pouvons plus cautionner ce comportement. Ne m'appelle plus jamais, dis-je. Mera Jane, n'ose pas. J'ai raccroché et je les ai bloqués à nouveau. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond, pensant à tout. Les mots de ma sœur résonnaient dans ma tête. Un événement mineur. C'est ainsi qu'elle avait qualifié l'enterrement de Grace dans l'un de ses messages, un événement mineur qu'elle pouvait contourner si nécessaire. L'enterrement de ma fille était un événement mineur. Quelque chose s'est cristallisé en moi, froid, dur, incassable. Ils voulaient que je leur pardonne, que je passe à autre chose, que je fasse comme si tout cela n'avait été qu'un simple conflit d'emploi du temps, un malentendu regrettable. Mais ce n'était pas le cas. C'était un choix. Ils avaient choisi la fête de Vanessa plutôt que l'enterrement de ma fille. Ils avaient choisi des comptoirs en granit plutôt que le chagrin. Ils avaient choisi de célébrer pendant que j'enterrais mon enfant. Et ils s'attendaient à ce que je l'accepte, que je sois la plus forte, que je donne la priorité à l'harmonie familiale plutôt qu'à mon propre cœur brisé. Je suis sorti du lit et je suis allé à mon ordinateur portable. J'ai commencé à faire des listes. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à planifier. S'ils pensaient qu'ils pouvaient me faire ça et n'en subir aucune conséquence, ils se trompaient. S'ils pensaient que leur vie continuerait ainsi, parfaite et sans tache, pendant que je me noierais dans le chagrin et la rage, ils se trompaient. J'avais toujours été la responsable, celle qui prenait soin des autres, celle qui aplanissait les choses, celle qui pardonnait, celle qui maintenait la paix. J'étais infirmière. J'avais dédié ma vie à aider les gens, à soigner, à prendre soin de ceux qui souffraient. Mais prendre soin des autres ne m'avait rien apporté d'autre que la trahison. Et j'en avais assez de prendre soin des gens qui ne se souciaient pas de moi. Vanessa voulait célébrer son succès. J'allais m'assurer qu'elle n'aurait plus rien à célébrer. Mes parents voulaient cautionner son égoïsme. Ils allaient apprendre ce que cela coûtait. J'avais des semaines de congés inutilisés. J'avais des économies que j'avais mises de côté pour l'avenir de Grace, de l'argent qui n'avait plus de but. J'avais des compétences, de l'intelligence et de la détermination. Et surtout, je n'avais plus rien à perdre. Au cours des 3 jours suivants, j'ai passé des appels téléphoniques. J'ai consulté des dossiers. J'ai posé des questions précises aux bonnes personnes. J'avais passé des années à travailler dans le domaine de la santé, à établir des relations, à apprendre comment fonctionnaient les systèmes. Ces connexions allaient s'avérer très utiles. À la fin de la semaine, j'avais ce dont j'avais besoin, des informations, des leviers, un plan qui défrait tout ce que Vanessa avait construit. Car ma sœur ne se contentait pas de vendre des produits pharmaceutiques. Elle avait pris des raccourcis, falsifié des rapports de vente, poussé des médecins à prescrire des médicaments pour des utilisations non approuvées qui pouvaient nuire aux patients. Et j'en avais la preuve. J'ai commencé par le conseil pharmaceutique. Vanessa travaillait pour Eltwise Pharmaceuticals, une entreprise de taille moyenne spécialisée dans les médicaments contre la douleur. Elle avait été leur meilleure représentante des ventes pendant 3 années consécutives, gagnant des primes qui éclipsaient mon salaire annuel. Elle conduisait une voiture de luxe, portait des vêtements de marque et venait d'acheter une maison d'une valeur de $800 000. Tout cela construit sur la fraude. Lors d'un des séjours de Grace à l'hôpital,
j'avais entendu 2 médecins discuter d'une représentante des ventes qui les avait fait pression pour qu'ils prescrivent des doses plus élevées d'un nouveau médicament contre la douleur que ce qui était recommandé. Ils ont mentionné la représentante par son nom, Vanessa. À l'époque, j'avais considéré cela comme une coïncidence. Ma sœur était agressive dans ses tactiques de vente, mais elle ne ferait sûrement rien d'illégal. Mais ensuite, j'ai commencé à faire attention. J'ai écouté les conversations. J'ai posé des questions anodines. J'ai découvert que Vanessa offrait des pots de vin aux médecins sous forme d'honoraires de consultation et de conférences. Elle avait falsifié des données de prescription pour atteindre les quotas de vente. Le plus accablant, c'est qu'elle avait encouragé l'utilisation non conforme d'un médicament qui avait de graves effets secondaires cardiaques, entraînant au moins 2 décès de patients que je pouvais retracer. J'avais des documents, des emails que Vanessa avait imprudemment envoyés depuis son compte personnel, se plaignant à des amis des règles stupides qu'elle devait contourner, des textos où elle plaisantait sur le fait que les médecins étaient de l'argent facile, des enregistrements d'appels téléphoniques du système hospitalier où elle avait poussé les médecins à prescrire des doses plus élevées que ce qui était médicalement indiqué. J'ai compilé tout cela dans un rapport détaillé. Puis j'ai contacté un journaliste d'investigation nommé Trevor qui avait beaucoup écrit sur la fraude pharmaceutique. Je l'avais rencontré il y a 2 ans lorsqu'il faisait des recherches sur un article sur les coûts des soins de santé et qu'il avait interviewé plusieurs infirmières de ma clinique. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville d'Austin un mercredi matin. Trevor avait la quarantaine, les cheveux grisonnants et des yeux perçants qui ne laissaient rien passer. C'est important, dit-il, feuilletant les documents que j'avais apportés. Où as-tu trouvé tout ça? Je suis infirmière. Je travaille dans le système. Je fais attention. Et le sujet est ta sœur? Oui. Trevor me regarda attentivement. Cela va détruire sa carrière, probablement entraîner des accusations criminelles. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Elle a qualifié l'enterrement de ma fille d'événement mineur, dis-je. Elle a organisé sa pendaison de crémaillère le même jour et s'attendait à ce que je change la date de l'enterrement. Mes parents sont allés à sa fête au lieu de me soutenir. Alors, oui, j'en suis très sûr. Trevor hocha lentement la tête. Je dois tout vérifier de manière indépendante. Cela va me prendre quelques semaines, mais si tout cela est vérifié, je publierai l'article. Le conseil pharmaceutique devra enquêter. C'est tout ce que je demande. J'ai quitté le café en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Le premier domino était en place. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre qu'il tombe. Pendant que Trevor enquêtait, j'ai tourné mon attention vers mes parents. Ils avaient permis le comportement de Vanessa toute ma vie. Ils l'avaient choisi plutôt que moi, encore et encore. Ils méritaient aussi des conséquences. Mes parents, Harold et Janet, vivaient dans une résidence pour personnes âgées à Phoenix. Ils avaient vendu la maison familiale à Dallas il y a 5 ans et avaient déménagé en Arizona pour la douceur du climat et les faibles impôts. Mon père était un comptable à la retraite. Ma mère avait été agent immobilier avant de prendre sa retraite. Ils étaient à l'aise, mais pas riches. Leur revenu de retraite provenait de la pension de mon père, de la sécurité sociale et d'un modeste portefeuille d'investissement qu'il gérait lui-même. Je connaissais la stratégie d'investissement de mon père parce qu'il en parlait sans cesse chaque fois que nous lui rendions visite. Il était fier de ses compétences financières, se vantant toujours des rendements qu'il générait. Il gardait tout dans un compte de courtage qu'il surveillait quotidiennement. Je savais aussi que mon père utilisait le même mot de passe pour tout. Je l'avais vu se connecter à divers comptes au fil des ans, tapant toujours la même combinaison, le nom de la rue de notre ancienne maison plus l'année de naissance de ma mère. Il pensait être malin en n'utilisant pas quelque chose d'évident comme les anniversaires ou les noms d'animaux de compagnie. Je n'avais pas l'intention de voler mes parents. Ce serait criminel. Mais je pouvais rendre leur vie financière beaucoup plus compliquée. J'ai créé plusieurs adresses e-mail avec des noms similaires à ceux d'institutions financières légitimes. J'ai envoyé à mon père une correspondance d'apparence officielle concernant une activité suspecte sur ses comptes, des documents fiscaux requis pour des investissements fantômes, des mises à jour de sécurité urgentes nécessaires immédiatement. Je connaissais mon père. Il paniquerait. Il prendrait des décisions impulsives. Il appellerait son courtier à des heures indues, exigeant des explications pour des choses qui n'existaient pas. Il gèlerait des comptes, transférerait de l'argent, créerait le chaos, essayant de protéger des actifs qui n'étaient pas réellement menacés. J'ai également envoyé des courriels soigneusement rédigés à ma mère, me faisant passer pour quelqu'un de son ancienne agence immobilière,
lui posant des questions sur des écarts de commission remontant à des années, suggérant d'éventuels contrôles fiscaux, demandant des documents qu'elle ne possédait plus. En moins d'une semaine, mon père a appelé Vanessa en panique. Je le savais parce que Vanessa en avait parlé sur les médias sociaux, se plaignant de devoir gérer les drames familiaux alors qu'elle essayait de profiter de sa nouvelle maison. Mon père pense que ses comptes sont compromis, a-t-elle posté. J'ai passé 2 heures au téléphone à essayer de le calmer. Pourquoi les personnes âgées sont-elles si mauvaises avec la technologie? Parfait. 2 semaines après ma rencontre avec Trevor, il a appelé. J'ai tout vérifié, a-t-il dit. Cette histoire paraîtra demain. Le conseil pharmaceutique a déjà été notifié et ils ouvrent une enquête. Les procureurs fédéraux s'y intéressent également. Votre sœur est sur le point de passer une très mauvaise journée. Merci. Je suis désolé pour votre fille, a ajouté Trevor. J'ai un enfant. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez vécu. J'espère que cela vous apportera un peu de paix. Cela ne me donnerait pas la paix. Rien ne ramènerait Grace, mais cela me donnerait de la satisfaction, et c'était suffisant. L'article a été publié un jeudi matin. Il était en première page de l'édition en ligne de l'Austin Chronicle avec un titre qui ne laissait aucune place à la mauvaise interprétation, une représentante des ventes pharmaceutiques de premier plan accusée de fraude, de pots de vin et de mise en danger des patients. Le nom de Vanessa figurait dans le premier paragraphe. Sa photo, tirée de ses propres médias sociaux, accompagnait l'article. L'article détaillait des années d'activité frauduleuse, avec des exemples spécifiques, des preuves documentées et des citations de médecins qui confirmaient les tactiques de pression qu'elle avait utilisées. À midi, les comptes de médias sociaux de Vanessa avaient été supprimés. L'après-midi, des fourgons de presse étaient garés devant sa nouvelle maison. Le soir, Healthways Pharmaceuticals a publié une déclaration annonçant son licenciement immédiat et sa pleine coopération à toutes les enquêtes. Mon téléphone sonnait sans cesse. J'ai ignoré tous les appels de ma famille. Au lieu de cela, je suis allé sur la tombe de Grace et je me suis assise sur l'herbe à côté de sa pierre tombale. J'ai commencé, ma chérie, ai-je murmuré. Ils vont comprendre ce qu'ils ont fait. Ils vont ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'ai ressenti. La pierre était encore neuve, l'herbe autour n'avait pas encore complètement poussé. Le nom de Grace était gravé en lettres simples, Grace Elizabeth, fille bien-aimée, née dans l'amour, emportée trop tôt. J'ai tracé les lettres avec mon doigt et j'ai essayé de ne pas penser à la petitesse de son cercueil. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. C'était Vanessa, utilisant clairement le téléphone d'un ami puisque je l'avais bloqué. Comment as-tu pu me faire ça? Je suis ta sœur. Tu as détruit ma vie. Maman et papa sont dévastés. Tu es un monstre. J'ai supprimé le message sans répondre. Ce soir-là, Julia est venue avec des plats à emporter que je ne pouvais pas manger. Elle s'est assise avec moi sur le canapé, ne disant rien, juste en étant présente. L'histoire est partout, a-t-elle finalement dit. Les gens en parlent à l'hôpital. Certains des médecins mentionnés dans l'article travaillent avec nous. Bien. Mera, est-ce que tu vas bien? Non, mais je vais aller bien. Julia m'a regardé avec inquiétude. La vengeance ne rend généralement pas les gens meilleurs. Elle les laisse juste vides. Je me sens déjà vide, ai-je dit. Au moins maintenant, je ne suis pas seul dedans. L'enquête du conseil pharmaceutique a progressé rapidement. Les procureurs fédéraux ont déposé des accusations dans un délai d'1 mois. Vanessa faisait face à de multiples chefs d'accusation criminels, fraude aux soins de santé, pots de vin, complot en vue de frauder les États-Unis. Chaque chef d'accusation entraînait une peine de prison importante. Elle a essayé de m'appeler, de m'envoyer des textos, de se présenter à mon appartement. J'ai fait changer les serrures et installer une caméra de sécurité. Lorsqu'elle est apparue sur le seuil de ma porte en pleurant et en suppliant, j'ai regardé de l'intérieur et je n'ai pas ouvert la porte. S'il te plaît, Mera, a-t-elle sangloté dans l'interphone. S'il te plaît, parle-moi. Je suis désolé pour les funérailles. J'ai eu tort. Je l'admets. Mais c'est trop. Tu me détruis à cause d'une seule erreur, d'une seule mauvaise décision. Est-ce vraiment juste? J'ai appuyé sur le bouton pour répondre. Tu as appelé les funérailles de Grace un événement mineur. Tu as célébré pendant que j'enterrais ma fille. La justice n'existe plus, Vanessa. Tu m'as appris ça. J'ai raccroché et fermé les rideaux.
Mes parents ont finalement réussi à me joindre par le biais de la clinique, en appelant pendant les heures de travail et en disant à la réceptionniste qu'il s'agissait d'une urgence familiale. J'ai pris l'appel dans la salle de pause, ma main serrée autour du téléphone. Ce que tu as fait à ta sœur est impardonnable, a dit ma mère sans préambule. Tu as ruiné sa vie par dépit à cause d'une fête? Une fête? C'est insensé. Il ne s'agissait pas de la fête. Il s'agissait de ce que la fête représentait. Vous avez choisi son bonheur plutôt que mon deuil. Vous avez choisi une maison plutôt que ma fille. Nous avons choisi d'être là pour nos deux filles. Nous ne pouvions pas être à deux endroits à la fois. Cela ne fait pas de nous des monstres. Vous auriez pu être aux funérailles, ai-je dit, ma voix très calme. Vous auriez pu dire à Vanessa de reporter. Vous auriez pu faire n'importe quoi sauf ce que vous avez fait. Mais vous avez fait votre choix. Maintenant, vivez avec. Et ce que Vanessa a fait avec son travail n'a rien à voir avec nous. Vous ne pouvez pas nous punir pour ces erreurs. Je ne te punis pas pour ces erreurs. Je te punis pour les tiennes. Considérez le chaos financier que vous avez vécu comme un cadeau. Un rappel que les actions ont des conséquences. Silence. Puis la voix de ma mère est devenue froide. C'était toi. Les courriels, les problèmes de compte. Tu as saboté ton propre père. J'ai créé des désagréments pour des personnes qui ne m'ont montré aucune compassion quand j'en avais le plus besoin. Cela me semble proportionnel. Tu as besoin d'aide. D'une aide professionnelle. Ce n'est pas un comportement normal. Normal, c'était de regarder ma fille mourir. Normal, c'était de me tenir seul sur sa tombe. Normal, c'était de voir ma famille célébrer pendant que je pleurais. J'en ai fini avec le normal. J'ai raccroché. La phase suivante de mon plan exigeait de la patience. J'ai attendu 3 mois, laissant les problèmes juridiques de Vanessa s'accumuler. Sa caution a été fixée à $200 000. Elle a dû mettre sa nouvelle maison en garantie. Ses frais juridiques étaient astronomiques. Elle était radioactive dans l'industrie pharmaceutique, incapable de trouver du travail, même dans des domaines sans rapport. Mes parents ont dû l'aider financièrement. Je savais qu'ils le feraient. Ils ont toujours sauvé Vanessa. J'ai observé de loin comment ils liquidaient des investissements pour payer ses avocats, comment ils contractaient une deuxième hypothèque sur leur condo de retraite pour couvrir sa caution, comment ils s'endettaient pour défendre leur enfant chéri. Ensuite, j'ai contacté plusieurs organes de presse avec un angle différent sur l'histoire. Je leur ai fourni des photos de la pendaison de crémaillère de Vanessa. Des photos de mes parents riant, célébrant, trinquant à son succès. Je leur ai donné les horodatages indiquant exactement quand ces photos ont été prises. Je leur ai donné la date des funérailles de ma fille. Les articles de suivi ont été brutaux, pendant que leur nièce était enterrée, la famille célébrait une maison construite sur la fraude. Des parents ont choisi une fête plutôt que les funérailles de leur petite fille. Maintenant, ils font faillite en soutenant leur fille criminelle. L'histoire est devenue virale. Les médias sociaux ont explosé d'indignation. Des personnes qui n'avaient jamais rencontré ma famille leur ont envoyé des messages de haine. La résidence pour personnes âgées de mes parents a reçu des plaintes. Les voisins de Vanessa, qui avaient assisté à sa fête, ont été interviewés et ont exprimé leur choc et leur dégoût. Le tribunal de l'opinion publique était vicieux. Ma mère a appelé d'un autre numéro, sa voix rauque. « Es-tu heureuse maintenant? Es-tu satisfaite? Nous avons tout perdu. Nos économies, notre réputation, notre paix. Des inconnus nous crachent dessus dans les épiceries. Nous ne pouvons aller nulle part sans être reconnus et harcelés. Ton père a fait une crise cardiaque à cause du stress. Il est à l'hôpital. Est-ce que cela te fait te sentir mieux? Va-t-il mourir, ai-je demandé. Quoi? Mon père va-t-il mourir? Parce que s'il meurt, je devrais probablement le savoir pour pouvoir planifier en conséquence. Je détesterais avoir des conflits avec mes plans. Ma mère a fait un bruit comme un animal blessé. Comment es-tu devenu cette personne? Vous avez fait de moi cette personne, ai-je dit. Vous m'avez appris que la famille ne signifie rien, que l'amour est conditionnel, que certaines célébrations comptent plus que le deuil des autres. J'ai appris des meilleurs. Grace ne voudrait pas ça. C'était une enfant douce. Elle serait horrifiée par ce que tu fais. La mention du nom de ma fille dans la bouche de ma mère m'a fait voir rouge. N'ose pas parler de Grace.
Tu n'as aucun droit sur sa mémoire. Vous l'avez abandonnée. Vous avez choisi une fête plutôt que ses funérailles. Elle a cessé d'être votre petite fille au moment où vous avez fait ce choix. Nous aimions Grace. Vous aimiez l'idée de Grace. La petite fille parfaite dont vous pouviez parler sur les médias sociaux, prendre des photos avec elle pendant les fêtes, vous vanter auprès de vos amis. Vous n'avez jamais aimé la réalité de Grace, l'enfant malade qui avait besoin d'un soutien réel, d'une présence réelle, d'un sacrifice réel. C'était trop incommode pour vous. Ce n'est pas vrai. C'est complètement vrai. Vous lui avez rendu visite 2 fois en 6 mois. 2 fois pendant qu'elle mourait. Vous ne pouviez pas vous donner la peine de prendre l'avion plus souvent parce que cela interférerait avec le golf et le club de lecture. Alors ne faites pas semblant de l'aimer. Ne faites pas semblant d'être autre chose que des personnes égoïstes qui ne se soucient que des apparences. Ma mère pleurait maintenant. Nous sommes tes parents. Nous avons fait des erreurs, mais nous avons fait de notre mieux. Nous ne méritons pas ça. J'étais votre fille. Je n'ai fait aucune erreur sauf celle de vous aimer. Je ne méritais pas ce que vous m'avez fait non plus. La vie n'est pas juste, mère. Vous m'avez très bien appris cette leçon. J'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi. 4 mois après l'article initial, le procès de Vanessa a commencé. L'épreuve était accablante. Elle a conclu un accord de plaidoyer, 5 ans de prison fédérale, une restitution aux victimes, une interdiction permanente de travailler dans les secteurs pharmaceutiques ou de la santé. Son audience de détermination de la peine était publique. J'y ai assisté, assise au fond de la salle d'audience. Vanessa m'a vu. Nos regards se sont croisés dans la pièce. Les siens étaient remplis de larmes et de haine dans une égale mesure. Le juge lui a demandé si elle avait quelque chose à dire avant le prononcé de la sentence. Vanessa s'est levée, ses vêtements de créateur remplacés par un simple tailleur gris, ses cheveux parfaits tirés en une simple queue de cheval. J'assume la responsabilité de mes actes, a-t-elle dit, sa voix tremblant. J'ai fait de terribles choix. J'ai blessé des gens. J'ai violé la confiance des professionnels de la santé et des patients. Je mérite une punition. Elle a fait une pause, regardant directement vers moi. Mais je veux que le tribunal sache que ma propre sœur a orchestré ma chute. Pas par souci pour la sécurité des patients, pas par vertu, mais par vengeance à cause d'un désaccord familial. Elle a délibérément détruit ma vie pour me punir d'avoir assisté à ma pendaison de crémaillère au lieu des funérailles de sa fille. Elle n'est pas une héroïne. Elle est vindicative et cruelle, et elle a utilisé le système juridique comme une arme. Le procureur a objecté. Le juge a maintenu, mais Vanessa avait dit ce qu'elle voulait dire. Le juge l'a condamnée aux 5 ans convenus. Alors qu'elle était emmenée, Vanessa m'a regardé une dernière fois. J'ai soutenu son regard, mon visage sans expression, jusqu'à ce qu'elle se détourne. Mes parents ont essayé une dernière fois de me joindre. Ils sont venus à Austin, se sont présentés à la clinique où je travaillais. La sécurité m'a appelé dans le hall. Ils avaient l'air terribles. Mon père avait perdu du poids, son visage gris et hagard. Les mains de ma mère tremblaient. Ils avaient vieilli d'une décennie en 6 mois. Nous quittons Phoenix, a dit mon père. Nous n'avons pas les moyens d'y rester. Nous avons vendu le condo à perte. Nous déménageons dans un endroit plus petit en Oklahoma, près de ta tante. Nous voulions te voir avant de partir. D'accord. D'accord? C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je dise, papa? Je veux que tu nous dises que nous pouvons arranger ça. Que nous sommes toujours une famille. Qu'il y a une voie à suivre. J'ai regardé mes parents, ces personnes qui m'avaient donné la vie mais ne m'avaient jamais vraiment vu, ces personnes qui m'avaient appris que l'amour était quelque chose que l'on gagnait en étant pratique, en ne causant pas de problème, en acceptant les bribes d'affection qu'ils étaient prêts à fournir. Il n'y a pas de famille ici, ai-je dit. Vous l'avez tué quand vous avez choisi une fête plutôt que des funérailles, quand vous m'avez dit que mon deuil était moins important que la célébration de Vanessa, quand vous m'avez fait enterrer ma fille seule. Nous avons tout perdu, a murmuré ma mère. Notre maison, nos économies, notre fille est en prison. Notre réputation est détruite. N'avons-nous pas été suffisamment punis? J'ai perdu ma fille, ai-je dit. Ma fille de 3 ans qui aimait les fraises et chantait, qui a combattu le cancer avec plus de bravoure que vous n'en avez jamais montré de toute votre vie, qui est morte en demandant si nous pouvions aller au parc quand elle se sentirait mieux. J'ai perdu tout ce qui comptait, et vous n'avez même pas pu vous présenter.
Nous sommes désolés, a dit mon père. Nous sommes tellement désolés. Nous avons fait une terrible erreur, mais cette vendetta doit cesser. Cette cruauté doit s'arrêter. C'est terminé, ai-je dit. J'en ai fini. Vanessa est en prison. Vous êtes en faillite. Ma vengeance est complète. Mais cela ne signifie pas que je vous pardonne. Cela ne signifie pas que nous sommes de nouveau une famille. Cela signifie simplement que j'ai fini de vous détruire parce qu'il ne reste plus rien à détruire. Ma mère a tendu la main vers la mienne. J'ai reculé. Ne me contactez plus. Ne revenez plus ici. N'envoyez pas de messages ou de lettres ou d'intermédiaires. Nous en avons terminé définitivement. Mera, s'il te plaît. Mon nom n'est plus Mera pour vous. Je suis une étrangère. Traitez-moi comme telle. Je me suis éloigné. La sécurité a escorté mes parents dehors. Je ne les ai plus jamais revus. 6 mois après l'emprisonnement de Vanessa, j'ai reçu une lettre d'elle. Elle avait été ouverte et examinée par les autorités pénitentiaires avant de m'être transmise. J'ai failli la jeter, mais la curiosité m'a fait la lire. L'écriture était bâclée, pas comme l'écriture généralement parfaite de Vanessa. Mera, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne mérite probablement pas le pardon, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. J'ai eu tort au sujet de la fête. J'aurais dû l'annuler. J'aurais dû être aux funérailles de Grèce. J'ai été égoïste et horrible, et j'ai eu beaucoup de temps pour y penser. Mais ce que tu as fait est aller au-delà de la justice. Tu n'as pas seulement dénoncé mes crimes. Tu as orchestré ma destruction complète. Tu as ruiné maman et papa financièrement. Tu as retourné le monde entier contre nous. Tu as utilisé mes erreurs comme une arme pour servir ton besoin de vengeance. Je suis en prison parce que je le mérite. Mais tu m'as mis ici non pas parce que tu te souciais de mes victimes, mais parce que tu voulais que je souffre. Et je souffre chaque jour. J'ai perdu ma carrière, ma maison, ma liberté, ma famille. J'ai tout perdu. J'espère que cela en valait la peine. J'espère que ma douleur comble le trou que Grèce a laissé dans ton cœur. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que tu seras toujours vide, peu importe le nombre de personnes que tu détruis. J'aimais Grèce, moi aussi. Je sais que je ne l'ai pas bien montré. Je sais que j'étais une tante terrible, mais je l'aimais. Et je pense qu'elle serait triste de voir ce que tu es devenue, Vanessa. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai brûlée dans mon évier de cuisine et j'ai versé les cendres dans le drain. 1 an après la mort de Grèce, je me suis tenu sur sa tombe un dimanche matin. L'herbe avait complètement poussé maintenant. Des fleurs poussaient autour de la pierre tombale, plantée par les jardiniers. Le cimetière était calme, à l'exception des oiseaux qui chantaient dans les arbres. J'ai fait ce que j'avais prévu de faire, lui ai-je dit. Vanessa est en prison. Maman et papa ont tout perdu. Tout le monde sait ce qu'ils nous ont fait. Tout le monde sait qu'ils ont choisi une fête plutôt que tes funérailles. Le vent bruissait à travers les feuilles. Quelque part à proximité, quelqu'un déposait des fleurs sur une autre tombe. Vanessa a dit que tu serais triste de ce que je suis devenu. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que tu serais déçu de moi. Mais j'avais besoin qu'ils comprennent. J'avais besoin qu'ils souffrent comme j'ai souffert. Je me suis assise sur l'herbe, appuyée contre la pierre tombale. Le truc, ma chérie, c'est que ce n'est pas comme je pensais que ce serait. Je pensais que je me sentirais satisfaite, vengée. Je pensais que les regarder souffrir équilibrerait d'une certaine manière la balance, mais je me sens juste vide. Différent du vide d'avant, mais toujours vide. Une femme est passée avec un petit enfant, une petite fille à peu près de l'âge de Grèce. L'enfant riait, courant devant sa mère, pleine de vie et d'énergie. Je les ai regardées jusqu'à ce qu'elles disparaissent derrière un mausolée, et la douleur dans ma poitrine a menacé de me fendre en deux. Tu me manques tellement, ai-je murmuré. Chaque jour, chaque instant. Rien ne va mieux. Ni la vengeance, ni la justice, ni rien. Tu es juste parti. Et je suis toujours là. Et je ne sais pas comment vivre dans un monde sans toi. Je suis resté jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel, parlant à une pierre tombale, faisant semblant que ma fille pouvait m'entendre. Quand j'ai finalement quitté le cimetière, j'ai conduit à la réunion du groupe de soutien que j'assistais depuis 6 mois. Ils se réunissaient dans un sous-sol d'église tous les dimanches après-midi,
un rassemblement de parents qui avaient perdu des enfants. J'avais résisté à y aller pendant longtemps, convaincu que rien ne pouvait aider, que j'étais au-delà du réconfort. Mais Julia avait insisté. Elle m'avait conduite à la première réunion, s'était assise avec moi pendant toute la durée, m'avait tenu la main quand j'ai pleuré. L'animatrice du groupe était une femme nommée Patricia, qui avait perdu son fils d'une leucémie il y a 15 ans. Elle avait des yeux gentils et une manière douce, et elle ne poussait jamais personne à partager avant qu'il ne soit prêt. Je n'avais pas parlé pendant les réunions pendant les 2 premiers mois. Je me suis juste assise et j'ai écouté d'autres parents parler de leur deuil, de leur culpabilité, de leur tentative désespérée de trouver un sens à une perte qui n'avait pas de sens. Finalement, j'ai commencé à parler. Je leur ai parlé de Grace, du cancer, de son courage, de sa mort. Je ne leur ai pas parlé de la vengeance. C'était séparé, privé, quelque chose que je portais seul. Aujourd'hui, Patricia a demandé comment chacun gérait l'approche des fêtes. Thanksgiving était dans 3 semaines. Noël suivrait peu après. La première saison des fêtes sans Grace avait été insupportable. La deuxième approchait à grands pas, et je me sentais mal préparé. Je redoute ça, a admis Robert, un père qui avait perdu sa fille adolescente dans un accident de voiture. L'année dernière, je ne pouvais même pas regarder un sapin de Noël sans fondre en larmes. Cette année, je ne sais pas si je pourrais le faire. Je mets des décorations, a dit Margaret, dont le nourrisson était mort du syndrome de mort subite du nourrisson. J'ai l'impression que c'est mal, comme si je le trahissais en célébrant. Mais j'ai d'autres enfants qui ont besoin de normalité, qui ont besoin de voir que la vie continue. La conversation a continué autour du cercle. Quand c'est arrivé à moi, j'ai hésité. Je n'ai plus de famille, ai-je finalement dit. Mes parents et ma sœur ne font plus partie de ma vie, donc les fêtes ne sont que des jours vides sur le calendrier. C'est plus facile à certains égards, plus difficile à d'autres. Patricia a acquiescé. Le deuil remodèle souvent nos relations. Certaines connexions s'approfondissent, d'autres se brisent sous la tension. Celle-ci avait besoin de se briser, ai-je dit. Elles étaient déjà brisées. Je l'ai juste finalement vu clairement. Après la réunion, une femme nommée Diane s'est approchée de moi. Elle avait perdu sa fille d'un cancer du cerveau 2 ans plus tôt, et nous avions parlé plusieurs fois auparavant. J'ai entendu parler de votre sœur, a-t-elle dit doucement, l'affaire de fraude pharmaceutique. J'ai vu votre nom mentionné dans l'un des articles. Mon estomac s'est serré. Oui. Je ne vous juge pas pour ça. Je veux que vous le sachiez. Je comprends le besoin de demander des comptes aux gens, de leur faire voir ce qu'ils ont fait. Merci. Diane m'a serré le bras. Mais je veux aussi que vous soyez prudente. La vengeance peut devenir addictive. Elle peut vous consumer comme le deuil le fait. Ne la laissez pas être la seule chose qui vous fait avancer. J'ai pensé à ces mots sur le chemin du retour. La vengeance me consumait elle, ou avait-elle simplement rempli un vide que rien d'autre ne pouvait combler? Je n'avais pas de réponse. Le travail est devenu mon refuge. Je me suis investi dans les soins infirmiers avec une intensité qui inquiétait Julia. Je prenais des quarts de travail supplémentaires. Je me portais volontaire pour les cas les plus difficiles. Je restais tard, arrivais tôt, travaillais pendant les pauses déjeuner. Le directeur de la clinique, un médecin nommé Dr Harrison, m'a convoqué dans son bureau un après-midi. Mira, vous êtes l'une de nos meilleures infirmières. Vous savez que vos soins aux patients sont exemplaires. Mais vous vous épuisez. Je peux le voir. Tout le monde peut le voir. Je vais bien. Vous n'allez pas bien. Vous avez travaillé 50 heures par semaine pendant 3 mois de suite. Vous n'avez pas pris un jour de vacances depuis le décès de votre fille. Vous avez besoin de repos. Le travail aide. Il me permet de rester concentré. Le docteur Harrison s'est adossé à sa chaise, m'étudiant. J'ai perdu mon frère quand j'étais en école de médecine. Accident de moto. J'ai fait exactement ce que vous faites. Je me suis épuisé à essayer de fuir le deuil. Ça ne marche pas. Le deuil attend toujours quand vous vous arrêtez. Alors, quelle est l'alternative? S'asseoir à la maison et s'effondrer? L'alternative est de trouver un moyen de vivre avec le deuil au lieu de le fuir. Thérapie, groupe de soutien, temps pour traiter, pas seulement du travail jusqu'à l'effondrement. Je suis déjà dans un groupe de soutien. C'est bien.
Mais vous devez aussi vous donner la permission de guérir, d'avoir une vie au-delà de la mort de votre fille. Cela ne veut pas dire l'oublier. Cela signifie apprendre à porter sa mémoire sans la laisser vous détruire. J'ai quitté son bureau en me sentant agité. Tout le monde avait des conseils sur le deuil. Tout le monde pensait connaître la bonne façon de pleurer, le calendrier approprié pour la guérison, les méthodes appropriées pour faire face. Mais aucun d'eux n'avait enterré un enfant de 3 ans. Aucun d'eux n'avait été abandonné par sa famille dans son heure la plus sombre. Aucun d'eux ne comprenait la combinaison particulière de rage et d'angoisse qui vivait dans ma poitrine, inséparable et constante. 2 mois avant le 2e anniversaire de la mort de Grace, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu. L'indicatif régional était de l'Oklahoma, où mes parents avaient déménagé. Ce n'étaient pas mes parents qui appelaient. C'était ma tante Lydia, la sœur de mon père. Je ne lui avais pas parlé depuis avant la mort de Grace. Mira, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de ta famille en ce moment, mais je dois te dire quelque chose. Ton père a eu une autre crise cardiaque, une crise grave cette fois. Il est en soins intensifs. Je n'ai rien ressenti. Ni panique, ni inquiétude, ni tristesse. D'accord. Ta mère m'a demandé d'appeler. Elle a peur de te contacter directement. Elle voulait que tu sois au courant au cas où tu voudrais venir. Je ne veux pas. Lydia a soupiré. Je sais ce qui s'est passé. Ta mère m'a tout raconté sur les funérailles, sur Vanessa, sur tout ça. Ce qu'ils ont fait était mal, Mira. Impardonnablement mal. Mais ton père pourrait mourir. Tu ne veux pas lui dire au revoir? Il m'a dit au revoir quand il a choisi une fête plutôt que les funérailles de sa petite fille. Il n'y a plus rien à dire. Il est rongé par la culpabilité. Tous les deux le sont. Ils savent qu'ils t'ont laissé tomber. Ils ne savent tout simplement pas comment réparer ça. Ils ne peuvent pas réparer ça. C'est brisé de façon permanente. Alors, tu vas juste le laisser mourir sans aucune réconciliation? Tu vas porter ça pour toujours? Je porte déjà pour toujours, tante Lydia. Ma fille est morte. Elle est morte effrayée et dans la douleur. Et les personnes qui auraient dû me soutenir m'ont abandonné. Si mon père meurt, ce n'est pas mon fardeau. C'est sa conséquence. Tu es devenu si dur. Je suis devenu réaliste. J'ai passé toute ma vie à croire que la famille voulait dire quelque chose, que le sang créait une obligation. J'avais tort. La famille, ce sont juste des gens qui partagent de l'ADN. S'ils n'agissent pas comme une famille, ils ne méritent pas d'être traités comme une famille. Grace ne voudrait pas ça. Tout le monde n'arrêtait pas d'invoquer Grace comme si sa mémoire leur donnait le droit de juger mes choix. Grace est morte. Elle ne veut rien. Et elle est morte en sachant que ses grands-parents se souciaient plus d'une fête que d'elle, alors ne me dis pas ce qu'elle voudrait. J'ai raccroché. Mon père n'est pas mort. Il a suffisamment récupéré pour quitter l'hôpital, bien qu'il ait été affaibli de façon permanente. J'ai appris cela par des connaissances mutuelles, pas par des contacts familiaux. Je n'ai ressenti aucun soulagement à sa survie. Je n'ai rien ressenti du tout. Le 2e anniversaire de la mort de Grace est arrivé le 9 juin. J'ai pris un jour de congé. Je suis allé au cimetière tôt avant que la chaleur de la journée ne s'installe. Sa tombe était la même que toujours, paisible, bien entretenue, un rappel permanent que ma fille a existé, qu'elle a compté, qu'elle a été aimée. J'ai apporté des fraises et je les ai placées à côté de la pierre tombale, le fruit préféré de Grace. 2 ans, ai-je dit à voix haute. 2 ans depuis que tu m'as quitté. Ça ne semble pas plus court. Ça ne fait pas moins mal. Les gens ont dit que le temps aiderait. Ils ont menti. Je me suis assise sur l'herbe les jambes croisées, comme je le faisais quand nous faisions des pique-niques dans le parc avant qu'elle ne soit trop malade pour quitter l'hôpital. Je les ai détruits, Grace, tous ceux qui nous ont fait du mal. Vanessa est en prison. Maman et papa ont tout perdu. Ils sont vieux, brisés et seuls. J'ai fait ça. J'ai fait en sorte que ça arrive. Le soleil du matin filtrait à travers les arbres, projetant des ombres tachetées sur les tombes. Vanessa a dit que tu serais déçu de moi. C'est peut-être vrai. Tu étais si douce, si indulgente. Même quand tu avais mal, tu ne voulais jamais que quelqu'un d'autre souffre. Mais je ne suis pas toi, chérie. Je ne l'ai jamais été. J'ai essayé d'être bonne, j'ai essayé d'être la plus forte,
j'ai essayé de pardonner et de passer à autre chose. Ça ne m'a rien apporté d'autre que plus de douleur. J'ai tracé à nouveau son nom sur la pierre tombale, le rituel que j'accomplis à chaque visite. Je ne regrette pas ça. C'est ce que tu dois savoir. Je ne regrette pas de leur avoir fait payer ce qu'ils ont fait. Ils méritaient toute la souffrance que j'ai causée. Mais Diane avait raison. La vengeance n'a pas comblé le vide. Elle m'a juste donné quelque chose sur quoi me concentrer au lieu de ton absence. Un jardinier tondait l'herbe au loin, le son un faible bourdonnement dans le calme du matin. Je ne sais pas ce qui vient après. Je ne sais pas comment vivre sans toi et sans la mission de leur faire souffrir. Je ne sais pas qui je suis quand je ne suis pas en deuil, en train de planifier ou d'exécuter une vengeance. Ça me fait plus peur que tout. Je suis resté jusqu'à midi, à parler à ma fille, à pleurer, à me souvenir. Quand je suis finalement parti, je me suis senti vidé, mais d'une certaine manière plus légère, comme si le fait de dire la vérité à voix haute avait libéré quelque chose que je tenais trop fermement. Ce soir-là, Julia est venue avec le dîner. Nous avons mangé de la nourriture thaïlandaise sur mon canapé pendant qu'un film passait que ni l'une ni l'autre n'avons regardé. « Comment vas-tu » a demandé Julia. « Vraiment ? Je ne sais pas. J'ai accompli ce que je voulais faire. Je les ai fait souffrir. J'ai eu justice, ou vengeance, ou peu importe comment tu veux appeler ça. Mais maintenant, quoi ? Maintenant, tu dois comprendre comment vivre. Je ne sais pas si je me souviens comment faire. Julia a posé sa nourriture et s'est tournée vers moi. Tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse, Mera. Tu as survécu en voyant ta fille mourir. Tu as survécu en étant abandonnée par ta famille. Tu as survécu à un deuil qui aurait brisé la plupart des gens. Tu peux survivre à ça aussi. Et si je ne veux pas juste survivre ? Et si je veux vraiment vivre, mais que j'ai oublié comment ? Alors tu réapprends. Un jour à la fois, un choix à la fois. Nous sommes restés silencieuses pendant un moment, le poids de la perte et de la possibilité planant entre nous. Tu penses que je suis une personne terrible, ai-je demandé. Pour ce que je leur ai fait ? Julia a réfléchi attentivement avant de répondre. Je pense que tu es une personne qui a été blessée au-delà de toute mesure et qui a riposté. Je pense que tu as fait des choix que je n'aurais peut-être pas fait. Mais je pense aussi qu'ils ont mérité ce qui leur est arrivé. Ils ont choisi la cruauté quand tu avais besoin de compassion. Ils en subissent les conséquences maintenant. Vanessa a dit que j'avais armé le système juridique pour me venger. Tu as dénoncé des crimes légitimes. La partie vengeance était de choisir de le faire. Mais les crimes étaient réels. Les victimes étaient réelles. Peut-être que tes motivations étaient personnelles, mais le résultat était la justice. Une justice que je n'ai poursuivie que parce que je voulais lui faire du mal. Est-ce que cela rend la justice moins valide ? Je n'avais pas de réponse. 3 mois après le 2e anniversaire, j'ai pris une décision. J'ai contacté un avocat et j'ai fait envoyer des lettres de cessation et d'abstention officielles à mes parents et à Vanessa. Aucun contact par quelque moyen que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'intermédiaires, pour quelque raison que ce soit. La violation entraînerait une action en justice. C'était une sensation définitive, permanente, la dernière porte se fermant sur une relation qui se mourait depuis toute ma vie. J'ai également pris une autre décision. J'ai commencé à faire du bénévolat auprès d'une organisation de soutien aux enfants atteints de cancer, en travaillant avec des familles qui vivaient le même cauchemar auquel j'avais survécu. Je les ai aidés à comprendre le jargon médical, à naviguer dans la bureaucratie hospitalière, à trouver des ressources dont elles ignoraient l'existence. C'était difficile. Chaque enfant que je rencontrais me rappelait Grèce. Chaque parent désespéré reflétait mon propre désespoir passé, mais cela semblait aussi significatif d'une manière que la vengeance n'avait jamais eue. Un soir, je me suis assise avec une mère dont le fils de 5 ans était atteint de leucémie en phase terminale. Elle était jeune, peut-être 25 ans, et complètement dépassée. Je ne sais pas comment faire ça, a-t-elle murmuré. Comment puis-je regarder mon enfant mourir ? Tu le fais, tout simplement, ai-je dit. Un instant à la fois. Tu es là. Tu lui tiens la main. Tu lui dis que tu l'aimes. Tu fais en sorte que chaque seconde compte. Qu'est-ce qui vient après ? Comment y survives-tu ? J'ai pensé à Grèce, aux 2 dernières années, à tout ce que j'avais fait et à tout ce que j'avais perdu. Tu survis en choisissant de le faire. Chaque jour,
tu te réveilles et tu choisis de continuer à respirer. Certains jours, c'est tout ce que tu peux faire. D'autres jours, tu peux faire plus. Mais ça commence par le choix. Est-ce que ça devient plus facile? Non, ça devient différent. Le deuil change de forme. La douleur devient familière au lieu d'être choquante. Tu apprends à la porter. Mais plus facile? Non, a-t-elle crié alors, et je l'ai serrée dans mes bras, cette étrangère qui revivait mon cauchemar. Quand je suis parti ce soir-là, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas une guérison exactement, mais peut-être le premier murmure d'un but au-delà de la douleur. Les mois ont continué. Vanessa est restée en prison, ses appels rejetés. Mes parents sont restés en Oklahoma, vieillissants et isolés. J'ai entendu dire par le biais de la famille qu'ils avaient essayé de contacter d'autres parents, en tentant d'expliquer leur version de l'histoire, mais qu'ils avaient trouvé peu de sympathie. Le tribunal de l'opinion publique s'était prononcé contre eux de façon permanente. J'ai appris que la nouvelle maison de Vanessa avait été vendue pour couvrir ses paiements de restitution, que mes parents avaient déclaré faillite, que le poids de leur choix les avait écrasés aussi complètement que je l'avais prévu. J'ai attendu de me sentir triomphante. Je ne l'ai jamais fait. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était de la fatigue de la colère, de la fatigue de la douleur, de la fatigue de vivre dans le passé. Grace était partie. Ma famille était partie. La vengeance était complète. Mais j'étais toujours là, toujours en train de respirer, toujours en train de traverser des journées qui semblaient vides de sens. Un dimanche au groupe de soutien, Patricia nous a demandé de partager quelque chose pour lequel nous étions reconnaissants. C'était un exercice courant, auquel je résistais habituellement. Quand le cercle est arrivé à moi, je me suis surprise à parler. Je suis reconnaissante d'avoir appris à qui je pouvais faire confiance. Je suis reconnaissante d'avoir découvert ce qu'était vraiment ma famille avant de gaspiller plus d'années avec eux. Je suis reconnaissante pour le temps que j'ai passé avec Grace, même s'il était trop court. Et je suis reconnaissante d'être encore capable d'aider d'autres personnes même après tout. Patricia a souri. C'est une croissance, Mera. Une vraie croissance. Peut-être que c'était ça. Ou peut-être que c'était juste l'acceptation que la vengeance avait suivi son cours et m'avait laissé debout dans l'épave, forcé de comprendre ce qui venait après. Le 3e anniversaire de la mort de Grace, je suis allé au cimetière comme toujours, mais cette fois j'ai emmené Julia avec moi. Elle s'est tenue tranquillement à côté de moi pendant que je déposais des fleurs et des fraises sur la pierre tombale. Je t'aime, Grace, ai-je dit. Je t'aimerai toujours. Chaque jour pour le reste de ma vie. Tu m'as rendu une meilleure personne pendant que tu étais ici. Après ton départ, je suis devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus dur, quelqu'un de capable de cruauté que je n'aurais jamais imaginé. J'ai fait une pause, rassemblant mes pensées. Ta tante avait raison. Tu serais probablement déçu de ce que j'ai fait. Mais je ne peux pas le regretter. Ils nous ont entendus. Ils ont mal choisi. Ils devaient comprendre que les choix ont des conséquences. Julia m'a doucement serré l'épaule. J'essaie de retrouver mon chemin maintenant. Pas vers qui j'étais avant ta mort parce que cette personne est partie aussi. Mais vers quelqu'un qui peut vivre avec le deuil au lieu d'être consumé par lui. Quelqu'un qui honore ta mémoire en aidant les autres, au lieu de simplement blesser les personnes qui nous ont laissé tomber. J'ai touché la pierre tombale une dernière fois. J'espère que où que tu sois, tu es heureuse. J'espère que tu cours dans les parcs et que tu manges des fraises et que tu chantes tes chansons inventées. J'espère que tu sais combien tu as été aimé. Combien tu es toujours aimé. Julia et moi avons quitté le cimetière ensemble. Nous sommes allés déjeuner dans un petit café, et pour la première fois en 3 ans, j'ai parlé de Grace sans pleurer. J'ai raconté à Julia des histoires sur le rire de sa fille, ses étranges observations sur le monde, son imagination sans peur. On dirait qu'elle était incroyable, a dit Julia. Elle l'était. Elle l'était vraiment. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message transmis par mon avocat. Il venait de ma mère, envoyé par les voies officielles comme l'exigeait l'ordonnance de cessation et d'abstention. Mera, je sais que tu ne veux plus jamais entendre parler de nous. Je respecte ça. C'est la dernière fois que j'essaierai de te contacter. J'ai juste besoin que tu saches que nous sommes désolés, vraiment profondément désolés. Nous t'avons laissé tomber de la pire façon possible. Nous avons mal choisi, et nous l'avons payé. Nous avons perdu tout ce qui comptait. Notre fille est en prison.
Notre petite fille est morte. Nous sommes brouillés avec toi. Nous sommes seuls, fauchés et brisés. Tu as eu ta vengeance. J'espère que ça t'a apporté la paix. J'espère que Grace est fière de ce que tu es devenu. Je t'aimerai toujours, même si tu ne peux plus nous aimer, maman. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. Vanessa a purgé 3 ans avant d'être libérée sur parole. J'ai appris ça grâce à une alerte d'actualité que j'avais configurée pour suivre son cas. Elle était tenue de vivre dans un centre d'hébergement et de travailler à des emplois au salaire minimum, interdite d'occuper un poste impliquant des soins de santé ou des ventes. Je ne l'ai pas contactée. Je n'ai pas assisté à sa libération. Elle était une étrangère pour moi maintenant, connectée uniquement par un ADN partagé et une histoire partagée qui ne signifiait plus rien. Mes parents ont continué leur vie tranquille en Oklahoma. La santé de mon père restait fragile. Ma mère, j'ai entendu dire, avait vieilli de façon spectaculaire, ses cheveux étant devenus complètement blancs, ses mains tremblant d'un tremblement qui aurait pu être physique ou qui aurait pu être le poids accumulé de la culpabilité et de la perte. Ils avaient perdu leur enfant chéri en prison et leur autre fille à cause d'une rage justifiée. Ils avaient perdu leur confortable retraite à cause des frais juridiques et de la faillite. Ils avaient perdu leur réputation, leur communauté, leur paix. Les conséquences que j'avais orchestrées s'étaient déroulées exactement comme je l'avais prévu. Ils ont souffert. Ils ont compris. Ils ont payé pour avoir choisi une fête plutôt que des funérailles, pour avoir valorisé la célébration plutôt que le deuil, pour m'avoir abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux. Et pourtant, alors que j'étais assise dans mon appartement un tranquille soir de mardi, 3 ans et 7 mois après la mort de Grace, j'ai réalisé quelque chose d'important. La vengeance avait été nécessaire. Elle avait été méritée. Elle avait été juste. Mais elle ne m'avait pas guéri. Elle n'avait pas ramené Grace. Elle n'avait pas comblé le vide que sa mort avait créé. Ce qui avait commencé à me guérir lentement et douloureusement, c'était de choisir d'aller de l'avant, de choisir d'aider d'autres familles confrontées à ce que j'avais vécu, de choisir de trouver un but dans le deuil au lieu de me noyer dedans, de choisir d'honorer la mémoire de Grace en étant quelqu'un qui créait de la lumière au lieu de simplement distribuer des ténèbres. J'ai regardé la photo de Grace sur ma cheminée, celle de son 3e anniversaire, 2 mois avant son diagnostic. Elle riait, son visage couvert de gâteaux au chocolat, ses yeux brillants de joie. Je me suis éloigné d'eux pour toujours, chérie, ai-je murmuré à la photo. Ils nous ont fait du mal, et je me suis assuré qu'ils comprenaient ce que cela signifiait. Le voyage de la vengeance m'a appris que parfois les personnes qui devraient le plus nous aimer sont capables de la plus profonde trahison. Mais ça m'a aussi appris que je suis plus forte que je ne l'ai jamais su, assez forte pour survivre à ta perte, assez forte pour détruire les personnes qui nous ont laissé tomber, et peut-être assez forte pour construire quelque chose de significatif à partir de l'épave. À l'extérieur de ma fenêtre, la ville continuait son rythme sans fin. Les gens vivaient leur vie inconscients de mon histoire, insensibles à mon deuil ou à ma rage. Le monde continuait de tourner, indifférent à la perte, indifférent à la vengeance, indifférent à tout sauf à son propre élan. Et j'ai continué à tourner avec lui, portant la mémoire de Grace, portant le poids de ce que j'avais fait, portant la possibilité qu'un jour le fardeau puisse ressembler moins à une punition qu'à une autre forme de force.